Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous encore pour cette formation qui est l'avant-dernière de la saison euh, avec les vins du Val-de-Loire. On a avec nous Pierre-Jean Sauvion, œnologue et présidente de la commission marketing chez Interloire. On a Claire Duchesne, qui est directrice des communications chez Interloire, et Emma Fontaine, la chef de marché exportation chez Interloire aussi. La formation va durer 1 heure encore. On a Michel Bouffard, Michel Bouffard qui est encore avec nous pour cette heure de formation-là. On va en premier lieu laisser la parole à Pierre-Jean pour petit mot de bienvenue. Et ensuite, on va faire la formation. Et on a aussi Sopexa qui est avec nous pour la formation. Alors, Pierre-Jean, êtes-vous encore avec nous? Je suis toujours là. Vous ne voyez pas. Alors, la parole est à vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis ravi que ce web séminaire fasse autant d'émules parce que je crois qu'on va aujourd'hui être dans les premiers en termes de participation. Ça veut dire que la Loire est intéressante et intéresse, et j'en suis le premier ravi. De toute façon, moi j'étais déjà convaincu de la chose, mais je ne suis pas très objectif. Je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres aujourd'hui parce que ce n'est pas à moi de le faire. Ça va être surtout à Michel qui va le faire de façon remarquable. Mais il faut savoir quand même que chez nous, aujourd'hui, on est très content. On voit qu'on a encore un très beau dynamisme dans les vins du Val-de-Loire, puisque nous sommes passés, nous sommes encore en positif en volume, malgré le contexte un petit peu, on va dire, curieux, national et international, hein, pour ne pas le nommer. Et le Canada fait partie de ces destinations dynamiques et qui a un intérêt pour les vins du Val-de-Loire, puisqu'elle est passée de la position numéro 5 à la position numéro 4, avec une croissance de plus de 12% en termes de volume. Donc, bravo au Canada, un grand merci à tout le Canada pour tout l'intérêt que vous portez dans nos vins. Je voulais juste faire un tout petit clin d'œil, parce que c'est vrai que quand j'ai vu la sélection des vins, on parle souvent des vins du Val-de-Loire sur une couleur qui s'appelle la couleur des vins blancs. Mais c'est vrai qu'il ne faut surtout pas oublier que dans la Loire, on y trouve de tout. Des rouges, des rosés, des bulles, des sucrés, des liquoreux, avec plus ou moins de tension, plus ou moins de fruits. En fait, on trouve un peu de tout ce qu'on a envie dans la Loire. Donc ça, c'est pour moi extrêmement important. Je suis ravi qu'il y ait ce focus un peu sur les rouges aujourd'hui, parce que effectivement, on a de superbes vins rouges qui ne sont pas forcément connus, ils sont méconnus. Et je pense que vous allez avoir une superbe découverte. Alors, sans faire de polémique, certains diront qu'il y a un réchauffement climatique, qu'il y a un changement de climat. Il y a un changement, ça c'est sûr, on ne va pas dire le contraire, il y a un changement. Aujourd'hui, moi je ne suis pas dehors, je voulais qu'il y en avait qui étaient dehors chez vous, là, de l'autre côté de l'océan Atlantique. Moi je ne suis pas dehors parce qu'il fait trop chaud, c'est assez rare quand même dans la Loire, donc je suis resté à l'intérieur et à l'ombre. Aujourd'hui, il doit faire plus de 30 degrés. Comment ? Il doit faire plus de 30 degrés chez nous, et ce depuis un petit moment. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de 3 semaines d'avance. Ce qui fait que normalement, dans la Loire, ou quand on est en pleine vacances, c'est-à-dire au 15 août, il y a de fortes chances qu'on commence les vendanges. Et ça, c'est historique, puisque ça ne s'est pas vu depuis à peu près 150 ans. Donc, on est sur des années un peu bizarres, mais on sait y faire. La Loire a toujours su savoir se moderniser et changer, et on va encore le montrer cette année. Donc voilà, je vous souhaite un excellent séminaire en compagnie de Michel. Elle va vous faire découvrir une région qui est splendide et magnifique, des vins qui sont superbes, avec des superbes accords mets-vins. N'oubliez surtout pas que la Loire s'accorde avec tout, mais surtout avec vous. Je suis désolé parce que je vais laisser la parole à Michel. Je ne pourrai pas être pendant tout le séminaire avec vous. J'aurais adoré, mais de toute façon, je vous laisse en excellente compagnie. Très bon séminaire à vous. Michel, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. L'introduction était parfaite, vraiment. Ceux qui sont ici ce matin et de retour pour être très fidèles chaque semaine, on enregistre, mais je vais quand même le dire. On a tous des régions qui sont près de notre cœur. Et moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui a son micro d'ouvert qui fait beaucoup de bruit. Je ne sais pas c'est qui, mais peut-être juste éteindre votre micro parce que les gens vont avoir la difficulté à l'entendre.
Donc, moi, j'ai habité à Vancouver pendant 20 ans, comme vous le savez. Et quand je revenais souvent à Montréal pour voir ma famille, la chose que je rapportais dans mes bagages, c'était des vins de la Loire. Parce que j'étais toujours impressionnée à quel point le Québec était ouvert d'esprit, autant avec le consommateur que les agents qui osaient importer des vins qui étaient peut-être moins connus, parce qu'on connaissait, comme on le disait bien, on connaissait les Sancerre blancs, on connaissait les Vouvray, mais c'est tellement une région qui est diversifiée. Et cela dit, ce matin, c'était difficile de choisir quelle appellation couvrir. On a décidé de se pencher sur les rosés et les rouges. Et ça, j'aime beaucoup parce qu'on est en plein été. Je sais que dans la Loire, il fait chaud. Ici aussi, aujourd'hui, il va faire 35 degrés Celsius. Alors, on aurait eu l'automatisme de dire, on boit du blanc, on boit des bulles. Non, on boit des rosés, on boit des rouges parce que on va voir que les vins de la Loire, ce que j'aime beaucoup, on va parler des rouges et des rosés, c'est des vins qui se boivent vraiment toute l'année. Et ça, il n'y a pas beaucoup de vins. Oui, on pourrait justifier un gros vin très riche en plein été, mais bon, c'est plus difficile. Les rouges et les rosés, je trouve que de cette région, c'est des vins qui vraiment s'apprécient tout au long de l'année. Et je vous invite, ce matin, on ne pourra pas tout couvrir. Donc, on va vous envoyer un document après qui va avoir beaucoup, beaucoup de détails sur beaucoup d'appellations. Donc, ce matin, c'est vraiment juste pour vous mettre l'eau à la bouche, en espérant que vous allez ensuite aller parcourir non seulement les vins qu'on va présenter en finale, mais aussi les autres appellations. Je sais que vous êtes des agents. On a aussi décidé, surtout pour le rosé, de parler de peut-être d'appellations qu'on voyait à un certain moment donné dans le marché québécois qu'on ne voit plus. L'idée, c'est de vous rappeler que ces appellations existent et d'une façon égoïste, je voulais peut-être vous encourager, chers agents, à découvrir ces vins de nouveau et les importer au Québec parce qu'il y a certaines de ces appellations qu'on ne voit moins. Voilà. Alors, on va parler de climat, on va parler de cépage, puis on va se pencher sur quelques AOP et IGP. Alors, je dis toujours, c'est une région qu'on ne finit jamais de découvrir. Lorsqu'on est étudiant, la complexité de la vallée de la Loire, on ne peut pas résumer en 1 heure. Mais si vous regardez par contre sa position géographique, on est une région qui est très au nord. Hein? Et même si on va voir tout à l'heure les climats qui vont varier évidemment de l'ouest à l'est, ce que les vins ont tous en commun, et c'est ce qui fait qu'on aime boire ces vins autant l'hiver, l'été, le printemps, l'automne, c'est l'acidité, une acidité marquée. Hein? Donc, on va avoir beaucoup, beaucoup de cépages. C'est la région la plus variée en type de cépages et de style de vin de la France. Mais ce que tous les vins vont avoir en commun, que ce soit dans les blancs, dans les bleus, dans les rouges, dans les rosés, c'est des vins dont l'acidité est marquée, ce qui fait que ça fait des petits bijoux à la table. On parlait de changement climatique. On va parler de cépages tout à l'heure. Moi, je me souviens à une certaine époque, quand j'ai fait mon cours de sommellerie en 2002, j'étais obsédée par la vallée de la Loire et les vins du Val-de-Loire. Et j'avais acheté plein de vins, de vieux millésimes, de nouveaux millésimes, de vins rouges. Et je me souviens qu'à cette époque, les millésimes sont toujours importants, évidemment encore aujourd'hui, puis on va voir que l'exposition sud pour maximiser la maturité du raisin à certains endroits est très importante. Par contre, avec les changements climatiques, on voit, et quand je parle aux producteurs, souvent on me le dit, oui, on a des gelées, oui, on a la grêle, mais par contre, on n'a jamais eu d'aussi belle maturité d'année en année. Peut-être que quelqu'un peut me contredire, peut-être que Pierre-Jean peut me contredire, mais en général, c'est ce que les producteurs disent. On n'a jamais eu autant de maturité. On vendange beaucoup plus tôt. Donc, on a moins de verdure. On va parler comme le Cabernet Franc que vous connaissez, vous êtes des étudiants du vin. Le Cabernet Franc, dans un climat plus frais, peut avoir ce côté plus vert, mais c'est de moins en moins le cas, justement parce qu'on a des changements climatiques importants. On va se promener, donc vous allez voir, on ne pouvait pas tout choisir ce matin et on s'est penché sur quelques régions qui produisent du rouge et du blanc et du rosé, pardon. Donc, très, très, très diversifié. Si on me disait, Michel, tu dois choisir une région en France où tu bois
les vins jusqu'à la fin de tes jours, tu peux choisir qu'une région, ça serait sans doute la Loire. Parce que non seulement je peux retrouver autant des bulles, des blancs, du rosé, du rouge, je peux trouver des vins qui se boivent maintenant. Je peux avoir des vins aussi qui se mettent à la cave, on peut les garder, des vins de gastronomie, mais aussi des rapports qualité-prix exceptionnels. Hein. On va regarder à la fin, là, on a des vins de producteurs exceptionnels et tu regardes le coût de la bouteille et c'est toujours impressionnant. Donc, aujourd'hui, on ne verra pas toutes ces appellations. Qu'est-ce qui fait la diversité? C'est, évidemment, on va avoir le climat, on a vu qu'il varie de l'est à l'ouest. On va aussi avoir les cépages, une très, très grande diversité de cépages qu'on ne pouvait pas tous les voir ce matin, mais hein, quand on se penche sur cette région-là, il y a beaucoup, beaucoup de cépages, beaucoup de climats et beaucoup de sols. Alors, on sait très bien que dans certaines régions où il y a juste 2 cépages, on peut étudier l'expression, par exemple, du pinot noir sur toutes les variations de terroirs. Imaginez qu'ici, on a plein de sols, plein de climats et plein de cépages. Donc, les expressions sont très, très, très diversifiées. J'aurais pu vous faire l'histoire pourquoi on est arrivé avec des sols qui sont ainsi, mais je vous invite à aller sur le site du Val-de-Loire où vous allez pouvoir avoir vraiment toute l'histoire. On n'avait pas le temps ce matin, mais vous voyez, on part ici de l'ouest, dans la région de Nantais, on est vraiment, puis on se promène, on a beaucoup de schiste, on a du tuffeau, on a du calcaire, on a du micaschiste, on a du grès. Donc, vraiment, on a beaucoup de diversité. Et parfois, même dans une seule appellation, on va regarder Chinon tout à l'heure, dans une seule appellation, comme Chinon, comme Sancerre, on peut avoir jusqu'à 3 types de sols. Donc, même dans les appellations, on va avoir beaucoup de diversité. Alors, vous voyez de gauche à droite, hein, on part d'un climat plus océanique à un climat plus continental à l'est. Et dans le milieu, on va avoir un peu l'influence des deux. Et ça va être important parce qu'on va voir qu'il y a des cépages qui se retrouvent qu'à certains endroits, d'autres qu'on retrouve un peu partout. Mais qu'est-ce qui va faire le choix des cépages? Bien, ça va la maturité. Est-ce que c'est un cépage qui vient à maturité plus tôt, plus tard? On va avoir une maturité un petit peu plus précoce à l'est qu'à l'ouest. Donc, tout ça va être hyper important lorsqu'on va choisir lorsqu'on va faire le choix des cépages. Mais encore là, peu importe on est où, on a toujours cette belle acidité fraîche dans les vins qui est au rendez-vous. 400 km, hein, on regarde ici, là, c'est la région la plus étendue de la France, région viticole. Alors, intéressant ici, si vous regardez au tableau, évidemment, on va avoir l'influence des marées, on va avoir la pluviométrie qui va venir jouer, puis on va avoir aussi la fraîcheur continentale. J'ai un petit problème avec... Ne bougez pas, je ne vois plus l'écran. Voilà. Donc, on voit ici là, vraiment les différentes influences, dépendamment d'où on est situé, la pluviométrie qui varie. Donc, dans certains endroits où on a plus de pluie, évidemment, le type de sol va être important parce qu'on va vouloir avoir un bon drainage. Où est-ce qu'il fait plus frais, l'exposition sud-est va être très, très importante pour justement maximiser la maturité du raisin. Je regarde toutes ces régions et ça me fait mal au cœur parce que je voudrais parler de tous ces cépages et toutes ces régions parce que je les aime tous, mais on ne pourra pas le faire. Donc, on voit ici les grandes régions. On va se pencher sur les rouges. Je trouve que lorsqu'on parle de changement climatique, on va voir, bien évidemment, le Cabernet Sauvignon, c'est le cépage le plus important, vous le savez. Vous êtes des étudiants du vin, vous vendez du vin, vous connaissez bien le Cabernet Franc, mais on oublie souvent les autres qui font, pour moi, aussi la couleur de la région. On a du Gamay, on a du Pinot Noir, du Gros Lot, on a le Pinot d'Aunis, Négrette. On a vraiment quelque chose qui est très diversifié. Parfois, ces cépages vont se retrouver en monocépage. Parfois, ils vont être en assemblage. Donc, ça aussi, c'est intéressant de regarder la composition des vins.
les rouges, évidemment, on va se promener à travers les appellations, mais ce qui est intéressant pour les rouges de la Loire, on regarde la tendance, puis Montréal, je dis, était un peu avant-gardiste en ce sens que quand je suis arrivée à Montréal il y a 6-7 ans, déjà dans les restaurants français, dans les bistrots, j'étais impressionnée à quel point on pouvait servir un assemblage de vin rouge où on ne savait pas trop c'était quoi qu'il y avait dans l'assemblage. Le sommelier le servait au verre et le consommateur adoptait le rouge de la Loire, même si c'était des vins qui avaient beaucoup d'acidité, qui étaient légers. En ce moment, il y a une mouvance dans le monde entier vers les vins plus légers, hein, les vins rouges plus légers, les vins qui ont plus de fraîcheur, qui ont moins d'alcool aussi. Je pense que plus que jamais, les rouges de la Loire sont au goût du jour. Ils font partie de la mouvance. On va voir aussi tout à l'heure que c'est une région qui a beaucoup de producteurs qui cultivent en biodynamie. Le consommateur veut ça. Hein, au Québec, on le sait, on le voit. Est-ce qu'on retrouve dans les restaurants? On voit aussi les gens qui viennent acheter à la SAQ posent des questions. Ils veulent des producteurs. Donc, la Loire, en ce moment, a pas mal tous les ingrédients essentiels pour être au top en style de vin, en philosophie, en rapport qualité-prix aussi. On peut trouver de la grande qualité. Donc, tout ça fait en sorte qu'on a des vins qui sont très gagnants. On va regarder aujourd'hui, on va surtout se pencher sur le Cabernet Franc, le Gamay et le Pinot Noir. Puis on va regarder aussi quelques assemblages. Donc, ce que vous voyez au tableau en rouge, c'est les assemblages qu'on va regarder, les appellations, pardon. Et on va regarder les rosés. Et je remercie les gens de la Loire parce que j'ai été audacieuse. On va goûter un Sancerre rosé. Par contre, je le savais qu'on voyait plus Sancerre, Menetou-Salon, Reuilly rosé dans notre marché, puis certains Chinon même. Mais je me suis rendu compte que c'est on voit plus du tout rosé d'Anjou, Cabernet d'Anjou. Donc, j'espère vous rappeler que ces vins existent et vous donner le goût de les importer de nouveau. Donc, on va parler de ces vins qui sont peut-être mal compris aujourd'hui. J'adore, on est tous fous un peu de... Évidemment, on n'utilise pas les sols pour communiquer le vin au consommateur, mais ça nous aide à comprendre le caractère des vins. Donc, nous, on va se promener de région en région, puis on va regarder qu'est-ce qui fait la constitution de ces terroirs qui brillent bien. Donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup de sols. On sait que, par exemple, le calcaire va donner beaucoup de finesse au vin, beaucoup d'élégance. Lorsqu'on se retrouve plus sur de l'argilo-calcaire, on va avoir un petit peu plus de puissance. Donc, chaque nuance est intéressante. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment une belle vue d'ensemble sur les cépages et qui se retrouvent sur différents sols. Alors, on y va avec nos cépages. 51 appellations. 51 appellations, c'est absolument énorme. Donc, comme je vous disais, on ne pourra pas voir tout ça. On va commencer avec le Cabernet Franc. Un petit rappel 101 de ce cépage qui a été longtemps peut-être mal compris ou en tout cas qui ne faisait pas l'unanimité parce que c'est un cépage qui a besoin d'avoir une maturité pour vraiment donner le mieux de soi-même, de lui-même. Lorsqu'il arrive à maturité, on a ce côté très, très pur de fruits rouges. Je pense à la framboise, je pense à la cerise rouge croquante, mais pour moi, le charme du Cabernet Franc, puis on va le voir surtout sur certains terroirs, c'est tout le côté qu'on peut avoir, la pointe violacée, donc la pointe florale qui peut se retrouver dans certains Cabernet Franc, dans les beaux millésimes mûrs. Le côté herbacé peut être très agréable, puis on va voir que dans les accords mais vins, ça aussi, ça peut être intéressant. Hein, là, on parle toujours de Sauvignon blanc avec les asperges. Moi, je vous dirais que les Cabernet Franc avec les asperges en concours de sommellerie, là, c'est toujours un point gagnant parce que les gens, ils s'y attendent pas, puis on peut faire vraiment de très, très beaux très, très beaux accords mais vins. Donc, côté herbacé, intéressant, mais évidemment, si le cépage n'est pas assez mûr, ce côté herbacé devient un peu trop prononcé.
va venir à maturité avant le Cabernet Sauvignon, va se retrouver en assemblage, hein, parfois avec le Cabernet Sauvignon, parfois avec d'autres cépages aussi. On va voir, parfois c'est le Malbec, parfois c'est le Gamay. Certains Cabernets francs dans la région vont être faits pour être bu maintenant en jeunesse, donc sont très, très jeunes, très, très accessibles en jeunesse. D'autres vont avoir un petit peu plus de puissance, plus de tanins, des tanins un peu plus élevés, qui vont faire en sorte qu'ils vont aussi avoir un grand potentiel de garde. Et ça demeure toujours quand même des vins de soif. On va se pencher sur Anjou Village, Saumur-Champigny et Chinon aujourd'hui. Anjou Village, pour moi, on connaît la région d'Anjou souvent pour les Blancs, parce que le sol de schiste a vraiment est reconnu pour produire de très grands blancs. Donc, on associe souvent Anjou au blanc, mais Anjou fait de très, très beaux rouges. Donc, on va le retrouver sous Anjou, tout court, mais on a regardé dans la région, dans l'appellation, qui s'étend quand même sur 43 communes, les villages qui sont les régions qui produisent des vins un peu plus de matière, un petit peu plus concentrés. Dans cette région-là, sur du schiste, la maturité est importante, dans la maturité du raisin, parce que sinon on peut avoir un côté un petit peu plus rustique, mais on peut trouver des vins qui sont très agréables en jeunesse. Certains vont vieillir entre 4 et 6 ans, mais je vous dirais qu'en général, les Anjou Village, c'est des cabernets francs qui vont donner leur meilleur plus en jeunesse. Lorsqu'ils vieillissent, ils vont prendre un petit peu plus de notes de sous-bois. Puis ici, on est toujours dans un climat océanique tempéré. On n'a pas encore l'influence continentale. Saumur-Champigny qui est une région qu'on voit beaucoup au Québec, qui est bien représentée à la SAQ. On est toujours dans un climat océanique tempéré. La beauté de Saumur-Champigny, c'est le plateau de tuffeau. Hein? On a du tuffeau, donc c'est un sol qui, en fait, qui donne beaucoup, beaucoup d'élégance et de finesse au Cabernet Franc. Puis on va voir, c'est intéressant parce qu'on va voir que si on a les vignes de Saumur-Champigny se retrouvent plus sur les coteaux de la rivière, on va avoir un petit peu plus de matière dans les vins que si on est plus à l'intérieur des terres, où est-ce que là, le tuffeau commence à être un petit peu plus jaune, on a plus de sable. Là, on va avoir un Saumur-Champigny peut-être un peu plus léger. Mais les grands Saumur-Champigny vont avoir un potentiel de vieillissement, une très grande finesse, puis le côté floral dont je vous parlais tout à l'heure, on le retrouve, et ça, c'est absolument irrésistible. Évidemment, on connaît très bien Claude Rougeard qui a mis au grand jour Saumur-Champigny, mais beaucoup, beaucoup de très, très bons producteurs qui produisent des vins qui sont exceptionnels et toujours à des prix très, très, très alléchants. Et ça, je dis toujours, on n'a pas besoin d'être millionnaire pour avoir un cellier, pour avoir des vins de garde. Et je pense que ces vins de Saumur-Champigny nous le rappellent. On peut on peut trouver des bijoux de producteurs, on les met dans notre cave, puis on les ouvre plus tard, puis on fait « Wow, j'aurais dû acheter une caisse de ça parce qu'au final, la bouteille ne m'a pas coûté très cher, puis elle m'a donné tellement de complexité après quelques années. » Donc, ici, on se retrouve en Cabernet Franc, minimum 85%, et parfois, les producteurs vont ajouter aussi un petit peu de Cabernet Sauvignon et le Pinot d'Aunis. Pinot d'Aunis qu'on ne parle pas beaucoup aujourd'hui, mais Pinot d'Aunis que moi, j'aime beaucoup ce cépage-là. Ça va venir donner une pointe fruitée, une pointe peut-être poivrée, beaucoup d'éclat, beaucoup de vivacité, de vitalité aussi. On retrouve, je le mentionne parce qu'à la SAQ, on retrouve parfois des vins qui sont 100% Pinot d'Aunis, qui sont pas très communs, mais on les retrouve. C'est un cépage qui peut amener beaucoup dans un assemblage. Chinon. Une région, je pense, connue auprès de vous, mais aussi auprès des consommateurs. On voit le Chinon qui est bien représenté aussi à la SAQ. On va parler plus d'accord mes vins lorsqu'on va faire la dégustation au final.
je dis toujours, lorsqu'on arrive dans cette région de Touraine, on a Chinon, puis on a d'autres appellations bien connues autour. Puis, c'est facile de faire une généralité en disant, bon, la différence entre Chinon et Saint-Nicolas-de-Bourgueil, c'est ça. C'est pas si simple, en fait, parce que on a plusieurs types de sol et dépendamment où vous allez être dans la région de Chinon et sur quel terroir, vous allez avoir une expression qui est très différente de Chinon. Évidemment, on a toujours le Cabernet Franc qui est là. On a ce côté très framboise, presque mine à crayon que moi j'adore, un côté presque un peu de feuilles de cassis qui est absolument magnifique. On a un potentiel de vieillissement, mais lorsqu'on va se retrouver plus sur les coteaux argilo-calcaires, on va avoir des vins qui vont avoir plus de matière, un petit peu plus de puissance, donc plus de potentiel de vieillissement. Lorsqu'on se retrouve plus près des rivières, on va avoir les terrasses d'alluvions. Ça va être des vins un peu plus souples qui vont venir à maturité plus jeune, donc peut-être un peu moins de potentiel de vieillissement. Donc, dépendamment d'où le producteur que vous représentez a les terres, on va pouvoir retrouver différentes expressions de Chinon. Si on se retrouve, par exemple, Cravant-les-Coteaux, on va trouver une région, une sous-région, en fait, qui a beaucoup de sol argilo-calcaire, donc plus de matière, plus de puissance, potentiel de vieillissement. Des vins qui sont absolument magnifiques à la table parce que justement, ils ont des tanins un petit peu plus affirmés. Lorsqu'on parle de viande rouge, ces tanins plus affirmés vont venir assouplir les tanins. Donc, puis on aura quelques producteurs qui vont accompagner le Cabernet Franc du Cabernet Sauvignon avec un maximum de 10 %. Donc, le Cabernet Franc reste toujours à l'honneur. Je ne sais pas combien d'entre vous pensez au gamay lorsque vous pensez à la Loire, mais je pense que souvent, les gens achètent soit le gamay à 100 % ou même des assemblages qu'on oublie qu'il y a du gamay à l'intérieur parce qu'on a tendance à penser beaucoup au Beaujolais lorsqu'on pense au gamay. Mais ce matin, quand je me suis levée, j'étais levée très tôt et j'ai dégusté les vins et j'ai goûté au gamay qu'on va goûter de Touraine et je me disais, le terroir s'exprime tellement. On sait qu'on n'est pas en Beaujolais. Ça goûte la Loire, ça sent la Loire. Donc, le terroir prend vraiment le dessus, le sol prend le dessus. Oui, le gamay donne des vins qui ont des tanins légers, encore légers, qui ont des fruits rouges croquants avec une belle acidité. Évidemment, puis c'est des vins de soif. C'est des vins qui, évidemment, il faut les mettre au frais pour pas qu'ils soient trop chauds, qui donnent le meilleur de soi-même. Mais au final, on retrouve vraiment ces qualités très, très marquées. On sait qu'on est en Loire. Et ça, c'est la beauté de la chose. On le retrouve en monocépage. Hein? On va le retrouver sous Anjou Gamay, Touraine Gamay, ensuite IGP Val-de-Loire qui couvre vraiment une très, très grande région. Donc, on va le trouver seul. Puis parfois, on va aussi le trouver en assemblage. Anjou Gamay. Les nuances entre un Anjou Gamay, un Touraine Gamay, c'est difficile parce que ça va dépendre. La région est quand même assez grande. Ça dépend d'où les raisins sont issus. Ça dépend aussi du producteur. Est-ce qu'on fait de la macération carbonique? Est-ce qu'on fait de la macération? Est-ce qu'on fait une fermentation traditionnelle? Il y en a qui vont faire un mélange des deux. On a un vin aujourd'hui qui a les deux, en fait, qui a un petit peu de macération carbonique. Puis, on a aussi à la fois une fermentation traditionnelle. Donc, le type de gamay va varier selon la méthode de vinification, mais en général, on va retrouver des vins qui sont faciles à boire. Hein? Dans le bon sens du mot, c'est des vins qui sont à boire en jeunesse, qui sont très versatiles à la table, puis aussi versatiles dans les saisons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il fait 35 degrés aujourd'hui. Il n'y a pas d'ande rouge que je voudrais boire, mais ce soir, je me fais un saumon ou je me fais des grillettes sur barbecue. Le gamay, ça va être un vin qui va toujours être très, très intéressant. Touraine Gamay. Donc,
on a une région qui est quand même assez grande, donc le climat va être aussi diversifié. On va avoir à l'ouest une influence plus océanique. Lorsqu'on arrive à l'est, on va avoir une influence plus continentale. Ça va jouer aussi avec le type de cépage, mais on retrouve quand même le gamay un peu partout, qui est un cépage un petit peu plus précoce. Donc, sur différents types de sols, on va retrouver quelques nuances, mais en général, le Touraine gamay, ça demeure comme un Anjou gamay, un vin qui est léger, qui est facile à boire, qui est sur le fruit rouge. Je pense qu'on va voir vraiment les nuances avec les producteurs, avec les rendements, avec la méthode de vinification. Et la même chose pour le IGP Val-de-Loire de gamay, parce que c'est tellement, on est sur une grande superficie ici. On couvre 14 départements, donc je pense que c'est à nous de faire notre travail pour le producteur. Il prend ses raisins de quel endroit, et c'est quoi sa philosophie, les rendements, le sol, la méthode de vinification. Mais on aura toujours, au final, un vin qui est facile à boire, qui est agréable. Passe-partout. Pinot Noir, moi, je me souviens, quand j'ai commencé dans le vin à la fin des années 90, j'étais au banc d'école pour la première fois, puis j'essayais de comprendre. Je me souviens d'acheter des Pinots Noirs de la Loire. C'était difficile de trouver des Pinots Noirs en monocépage, en tout cas à l'époque, qu'on retrouvait au Canada, j'étais toujours un peu déçue, en fait. J'étais une amoureuse du Pinot Noir, puis ça me laissait toujours un peu déçue. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. La qualité des Pinots Noirs dans la Loire est impressionnante. On voit beaucoup de jeunes vignerons qui sont dynamiques, qui sont motivés, qui ont réduit les rendements. Le côté plus vert n'y est plus. Les rendements sont plus petits. On retrouve des vins qui ont un potentiel de vieillissement, des vins qui sont prêts à boire maintenant, des vins qui vont avoir parfois cuvinox, parfois du fût de chêne, mais du plus vieux fût de chêne. Et on aura même certaines cuvées qui vont avoir, le vin va avoir la matière pour soutenir un certain pourcentage de fût de chêne neuf. Et on aura aussi différentes méthodes de vinification. On aura certains producteurs qui vont faire qui vont garder les rafles, d'autres qui vont faire la vendange entière, d'autres qui vont érafler. Donc ça, on va retrouver vraiment plusieurs expressions aussi de pinot noir. Et évidemment, dans les appellations, on va aussi voir des nuances qui vont varier. Mais c'est des vins pour les amoureux de pinot noir qui offrent un bon rapport qualité-prix encore là aujourd'hui. Hein, pour les gens qui aiment les pinots noirs dans le Vieux-Monde, on sait très bien que pour parler des voisins pas très éloignés, la Bourgogne, c'est très difficile de trouver aujourd'hui des vins qui offrent un bon rapport qualité-prix, en tout cas plus difficile qu'avant. Je trouve que la Loire donne beaucoup cette réponse des appellations qui ont beaucoup d'ambition, des producteurs qui ont beaucoup d'ambition, qui font des vins qui sont absolument magnifiques. Alors, on a choisi 3 appellations qu'on retrouve à la SAQ beaucoup. Donc, Sancerre, Reuilly, Menetou-Salon. Alors, je souris toujours quand je regarde ça parce que Reuilly, Menetou-Salon, en général, c'est pas des appellations qu'on retrouve facilement dans les marchés. Et au Québec, merci, chers agents, on retrouve toujours du Reuilly et du Menetou-Salon. Donc, ça, c'est toujours agréable. Sancerre, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire de la part des agents, de la part des sommeliers, de la part des enseignants pour transmettre le message aux consommateurs que le Sancerre, c'est pas juste du blanc, qu'on est beaucoup pour le blanc, mais qu'il y a aussi des rouges qui sont absolument magnifiques et plus que jamais. Même si ça demeure quand même une plus petite portion de la production. Sancerre, on est dans un climat continental. Donc là, on n'a plus l'influence océanique. On a des collines. Donc, les meilleurs vignobles vont souvent être situés sud-sud-est parce qu'on va avoir une bonne exposition au soleil. Aussi, les collines favorisent le bon drainage, donc la bonne maturité du raisin aussi.
Et c'est une région qui est bien connue, qui est connue depuis très, très longtemps, qui avait connu beaucoup de succès dans les bistrots de Paris dans les années 80. Moins pour les rouges, par contre. Donc, et la qualité des rouges s'est améliorée, c'est quand même assez impressionnant. Et la beauté de Sancerre, c'est que les terroirs sont hétérogènes. Donc, vous regardez au tableau, on va avoir une partie qui va être plus argilo-calcaire. On va avoir ensuite, donc les argilo-calcaires, on est plus à l'ouest. Ensuite, on va avoir des griots, on va avoir les caillottes. Donc, puis ensuite, on va se retrouver vers plus du silex. Et donc, ça, c'est intéressant si vous avez la chance de visiter un producteur ou de parler à un producteur que vous importez, de demander sur quel terroir se retrouve, tant dans le Sauvignon blanc que dans le Pinot noir. On va retrouver des expressions qui sont différentes, qui sont tous intéressantes. Souvent, on dit que sur le silex, par exemple, on va avoir un petit peu plus de potentiel de vieillissement, un petit peu plus de matière. Et dans les pinots, comme je vous disais, on va avoir des vins dans les millésimes qui sont de plus en plus mûrs avec les changements climatiques. On a une belle maturité, on a une belle matière, on a une belle concentration d'arômes. Donc, on va avoir certains producteurs dans leur grande cuvée qui vont mettre un petit peu de fût de chêne neuf. Et il y a beaucoup d'amoureux de vendanges à grappe entière. Donc, ça aussi, on va le voir. Et il va y avoir des Sancerres qui vont être faits pour boire maintenant, mais des rouges qui vont aussi avoir un potentiel de garde, qui développe une belle complexité avec des arômes de sous-bois. Reuilly, c'est une région qui offre, moi je pense à Reuilly, bon rapport qualité-prix parce que c'est pas aussi connu que Sancerre, c'est pas très loin de Sancerre. On est sur des sols calcaires. Lorsqu'on pense au sol calcaire, on pense à finesse. Toujours l'élégance. Donc, on va retrouver des vins qui ont beaucoup d'élégance. Puis, on retrouve des producteurs qui sont dynamiques, qui ont beaucoup d'ambition. Et à un moment donné, même si les vignes à Reuilly étaient déjà plantées au 7e siècle, à un moment donné, ces vignes-là, cette région-là était presque abandonnée. Et aujourd'hui, on a un regain. Puis, on a vraiment un groupe de producteurs très dynamiques, qui produisent des vins exceptionnels qui, justement, méritent d'être découverts et qui n'ont peut-être pas le même prestige de nom que Sancerre, ce qui fait en sorte que même si la qualité peut être tout aussi bonne, on retrouve souvent des vins qui sont tout aussi bons, mais avec un prix moindre. Donc, c'est un petit bijou à découvrir. Ici, on parle toujours évidemment de Pinot noir. Menetou-Salon, une autre belle région à découvrir. On n'a pas autant de collines qu'à Sancerre, par exemple. Donc, les collines à Sancerre sont importantes parce qu'ils vont offrir un drainage, maximiser aussi l'exposition au soleil. Ici, c'est un peu plat. Donc, pendant longtemps, peut-être un peu plus présent. Avec les changements climatiques, ça aide. On a beaucoup d'amplitude diurne. Ça veut dire que ça aide encore plus à préserver l'acidité. Et on retrouve encore là nos sols calcaires. Donc, on revient à la finesse, à l'élégance. Et des vins qui sont surtout à boire en jeunesse, peut-être plus que Sancerre, mais encore là, on a des producteurs qui feront des vins qui vont avoir un certain potentiel de garde. Donc, Menetou-Salon, Reuilly, peut-être un peu moins connu que Sancerre, qui nous offre toujours des belles surprises avec un prix très, très alléchant. Puis ça, je pense à des vins bistrot. Hein. C'est vraiment des vins de bistrot par excellence pour les sommeliers. Ils le vendent au verre. Ça, c'est... Il y a beaucoup d'autres appellations qui existent. Un assemblage de plusieurs cépages. Je veux juste mentionner rapidement au tableau Côte, hein, qui est le Malbec. Donc, c'est l'autre nom pour le Malbec. Donc, on va retrouver dans la Loire beaucoup d'appellations. C'est pas qu'un cépage, mais il y a plusieurs cépages qui vont se retrouver dans... C'est là. Merci au marché québécois parce que je suis toujours surprise. Beaucoup de marchés, hein, les
quand même tendance à continuer à privilégier le nom des cépages lorsqu'ils font leurs achats parce qu'ils ne connaissent pas toujours ça. Donc, on va arriver à la SAQ, on va demander un merlot, peu importe. Je suis toujours impressionnée à quel point les gens au Québec sont curieux. Puis, je pense que ça, il faut se le rappeler. S'ils n'achètent pas une bouteille, c'est pas parce qu'ils n'aimeront pas ça, c'est parce qu'ils la connaissent pas. Donc, une fois qu'on sait bien communiquer ces vins-là, les gens, ils sont prêts à goûter quelque chose. Il faut communiquer. Donc, je pense que ça, peut-être moins connu ou les assemblages vous. Puis encore, la fraîcheur qui est au rendez-vous. Des vins qui sont qui sont des bijoux à la table. Je pense qu'il y a du travail à faire. Puis la restauration, c'est toujours une bonne façon d'introduire ces vins-là aux consommateurs qui, après, retournent à la SAQ puis vont acheter ces vins-là parce qu'ils les ont goûtés au verre. Au Poitou, c'est pas une région qu'on connaît beaucoup, qu'on voit non plus beaucoup. C'est les assemblages, mais le Cabernet Franc demeure quand même le cépage le plus important. On n'est pas très loin de Saumur ici. On a du Cabernet Franc qui peut être avec du Gamay, avec du Merlot, avec du Pinot Noir. On peut avoir une certaine matière tannique avec un certain potentiel de garde. Petite superficie, 110 hectares, bien, pas petite, mais en tout cas, on n'en voit pas beaucoup au Québec. C'est pas comme le Chinon, c'est pas comme d'autres régions dont on a parlé. Donc, une région moins connue, mais encore là, le rapport qualité-prix toujours intéressant. Touraine-Mélan, intéressant parce que dans la région qui est une grande région, il y a 5 villages qui peuvent mettre leur nom à côté de Touraine, dont Mélan. Et on voit ici que l'assemblage, c'est Gamay, Cabernet Franc, Éco. Et c'est intéressant parce que je disais que Mélan, cette région-là, ça a été la première région qui a introduit le Gamay dans la région de Touraine, puis après, le Gamay s'est propagé. Donc, dans cette région, on retrouve moins qui ont du caractère, des vins de soif, des vins qui sont parfaits pour la table. On a des sols qui sont riches en silex. On a aussi de l'argile. Donc, dépendant où on va trouver les vignes et dépendamment de l'assemblage, c'est sûr que si on a plus de Gamay, on va avoir quelque chose de plus léger que son Cabernet Franc, mais souvent dans cette région-là, on va avoir des assemblages qui vont reposer sur le Gamay. Yes. Coteau du Génois, on se retrouve juste au nord de Pouilly, qu'on ne parle pas aujourd'hui, mais c'est une région qui a souffert beaucoup de gelées printanières parce que justement, un peu plus plat, un peu plus au nord, c'est une région qui gagne avec les changements climatiques peut-être un petit peu moins difficile qu'avant. On se retrouve en assemblage, c'est intéressant, Pinot Noir et Gamay, donc on peut avoir un assemblage qui repose sur le Gamay ou sur le Pinot Noir, mais dans les deux cas, on a un maximum de 80% d'un des deux cépages. On sera toujours en assemblage. Donc, encore là, des vins qui sont plus à boire en jeunesse. Les vins rosés. Alors là, je fais un appel à tous, chers. Et je serais curieuse après d'entendre, lorsqu'on va parler des vins, des gens qui habitent dans la Loire pour nous rappeler comment apprécier ces vins. Parce que vous voyez au tableau, on va parler de Cabernet d'Anjou puis d'Anjou. C'est ça, deux appellations où les rosés ils ont une pointe de sucre résiduelle, c'est le style. Et il y a comme une malcompréhension en ce moment. Au Québec, en tout cas, les gens ont la peur du sucre. Et c'est quelque chose que je ne comprends pas parce que, encore là, il y a beaucoup de communication et à faire à ce niveau-là. Parce que c'est toujours une question d'équilibre. Les vins de la Loire, hein, et ce qu'on aime beaucoup, c'est l'acidité qui est élevée. Et donc, on retrouve dans le cas du Cabernet d'Anjou et Rosé d'Anjou, même s'ils sont un peu différents, cette sucrosité qui vient par une acidité qui est très marquée. Et ça peut faire des vins, ce sont des vins de gastronomie. Et à la table, lorsqu'on parle dans les vins, on peut faire des choses qui sont
sont très, très intéressantes. Et quand je suis arrivée au Québec, il y a 6-7 ans, je voyais ces vins à la SAQ, on ne les voit plus. Je ne pouvais pas en présenter un ce matin parce qu'on n'en a pas. Donc, je pense qu'il y a un retour qui doit se faire. Rosé complexe, potentiel de vieillissement, on l'oublie. Mais les rosés ont un potentiel de vieillissement. Et ça, on est en assemblage de Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon. Et donc, l'acidité, la concentration d'arômes et le sucre résiduel va contribuer au potentiel de vieillissement. Et ça, à la table, lorsqu'on parle à la cuisine asiatique, moi, j'ai fait beaucoup d'essais. Je fais un parallèle avec le Riesling parce le Riesling, on le condamne pas lorsqu'il y a un petit peu de sucre résiduel. Mais moi, j'ai fait beaucoup d'essais à la table avec le Riesling, puis un petit peu de sucre résiduel. Si on a un plat asiatique épicé, puis qu'on donne le choix, par exemple, entre un Riesling sec et un Riesling avec du sucre résiduel, celui avec le sucre résiduel va toujours gagner. Toujours. Puis ça, je pense que si on communique, pas en comparant au Riesling, mais ce que je veux dire, c'est que le Cabernet d'Anjou a ces traits, ces caractéristiques qui peuvent... qui vraiment, qui chantent. On peut chanter les louanges du Cabernet d'Anjou lorsqu'on l'associe avec toute la cuisine asiatique, thaï, indienne. L'acidité nous rafraîchit, puis le côté épicé fait des accords absolument magnifiques. Je pense au poulet barbecue aussi, les ailes. Si on a quelque chose plus sauce barbecue, je pense au piri-piri, le poulet piri-piri, la tagine. On a une tagine aussi. Donc, vraiment, puis simplement, c'est le temps des fraises en ce moment au Québec. On a des fraises, je dis, à l'heure de l'apéro, là, ou même au dessert. On arrive avec un plat de fraises du Québec, un verre de Cabernet d'Anjou. Wow! Hyper rafraîchissant, magnifique. Et lorsqu'on ouvre le Cabernet d'Anjou après quelques années, puis on peut même le garder pendant quelques décennies, on retrouve un rosé qui a beaucoup de profondeur, beaucoup de complexité. Donc, s'il vous plaît, chers agents, si vous avez un producteur qui a du Cabernet d'Anjou ou que vous souhaitez l'amener, moi, je pense que les sommeliers au Québec sont assez ouverts et le consommateur, je pense que l'idée, c'est vraiment d'introduire ces vins-là avec les bons accords mets et vins. Je pense que pour les amoureux de cuisine d'Ottolenghi, toute cette cuisine avec un Cabernet d'Anjou, wow, on peut faire des choses absolument magnifiques. Rosé d'Anjou, c'est plus des vins peut-être plus d'entrée de gamme qu'on boit plus en le même potentiel de vieillissement, qui auront aussi un sucre résiduel un peu plus léger, parce qu'on retrouve souvent en assemblage. Et le gros lot, c'est souvent un des cépages principaux qu'on retrouve dans l'assemblage du rosé d'Anjou. Donc, un cépage qui est connu pour donner des vins plus légers sur le fruit, acidité assez marquée, mais on va le mettre aussi en assemblant avec d'autres cépages. Donc, le rosé d'Anjou, c'est une version un peu plus légère, mais encore là, en apéro, puis on peut le retrouver là, encore là, à des accords à la table absolument intéressants. Rosé de Loire, on est quand même sur une région plus large. Hein? Ça couvre Anjou, Touraine et Saumur comme zone, donc c'est difficile de faire d'écrire en une ligne le rosé de Loire. Ça va dépendre de l'assemblage, ça va dépendre du producteur, son style, mais ce sont des rosés qui sont secs. Donc, les deux derniers avaient du sucre résiduel. Ici, on est dans un rosé qui est sec. Puis après, souvent en assemblage, souvent qui repose sur le gros. On va avoir plein de variantes selon où on est situé et le producteur aussi. Puis évidemment, vous savez qu'on retrouve, je vous laisse aller découvrir et aller lire sur le site d'Interloire, mais aussi sur le document qu'on va vous envoyer. On va vous parler de rosé, vous connaissez plus, qu'on voit, par exemple, les Sancerre rosés, les
les relis, qu'on voit et que vous connaissez un petit peu plus. Je sais que vous êtes des agents, vous aimez voir les chiffres, alors on va vous montrer un petit peu de chiffres. C'est toujours intéressant de voir où est-ce qu'on se situe en tant que négociant, CAF Coop, ça vous donne un petit peu le portrait de la région. Le plus grand vignoble français pour les vins d'appellation, évidemment, on le tient, 51 appellations, c'est beaucoup, beaucoup. Donc, beaucoup de diversité. Et on le disait tout à l'heure en introduction, on pense plus au blanc parce que c'est ce qu'on fait le plus. 45% des vins qui sont produits, ce sont des blancs. Donc, voilà pourquoi le consommateur a tendance aussi à être plus au blanc qu'au rouge ou au rosé. Mais c'est intéressant de voir quand même, rosé, c'est 23% de la production. Donc, c'est pas minime. Parler de bulles aujourd'hui, je pense qu'il y a de la place, plus de place aux bulles de la Loire. Lire là-dessus parce que, encore là, un climat idéal pour faire des bulles de très grande qualité. Et encore là, on revient au rapport qualité-prix là, qui est constant, peu importe le style de vin qu'on retrouve dans la Loire. Donc, alors, c'est intéressant de voir au Canada, on fait un bon travail. Hein? On est en augmentation, plus 29% dans les chiffres. Donc, on continue. Je pense que c'est... Je sais pas, j'ai pas les chiffres du reste du Canada, mais je suis certaine que le Québec, sans aucun doute, on est la province la plus importante. Voilà. Alors, les quelques chiffres pour vous. Alors, 85% des vins qui sont en AOP et en IGP, puis 20% à l'export. Donc, je vous laisse aller consulter le tableau plus tard. Catherine va vous envoyer la présentation, va vous amuser. Je sais qu'il y en a que lorsque vous regardez quoi importer, vous aimez ça voir les chiffres par catégorie un peu partout dans le monde. Donc, vous allez pouvoir vous amuser plus tard à regarder les catégories, puis aller consulter ce tableau plus tard. Puis j'ai mis les chiffres à la SAQ. On n'a pas mis les rosés, je ne savais pas les détails, mais bon, les blancs, les rouges et les mousseux. J'étais un petit peu triste de voir qu'on est en négatif dans les mousseux. Donc, moi, je le prends toujours positif, c'est du travail à faire, il y a de la place. On regarde le profil des consommateurs. Avant qu'on déguste, j'aimerais qu'on termine là-dessus. Aujourd'hui, les consommateurs, pour ceux qui sont là de semaine en semaine avec moi, on en a parlé beaucoup. C'est quoi la tendance en ce moment dans le monde? Les continuent à prendre beaucoup d'expansion dans tous les marchés. Donc, je pense que les mousseux de la Loire ne sont pas assez connus. Mais les gens veulent des bulles. Les bulles n'ont jamais été aussi populaires, surtout auprès des milléniaux. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail à communiquer ces informations sur les bulles de la Loire, mais ça, je crois qu'il y a beaucoup de place pour un chiffre croissant en ascendant. Ensuite, la tendance est pour rosé aussi. Donc, je pense que de communiquer les rosés. Et puis, finalement, on sait, hein, les milléniaux, je vais tout le temps à ça, mais les milléniaux qui sont quand même des consommateurs, c'est énorme. Et si on demande aux milléniaux qu'est-ce qu'ils veulent, plus léger, des vins qui ont moins d'alcool parce qu'ils boivent moins. Ils sont prêts à payer quelques dollars de plus s'ils savent que les producteurs ont une conscience environnementale. On sait que la Loire est quand même un modèle en ce sens. Et on pense aussi à des vins qui sont quand même abordables. Donc, vraiment, la Loire, en ce moment, plus que jamais, a tous les pions alignés pour continuer à prendre la part de marché au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non? Les gens de la Loire ont proposé, mais j'aimerais ça que lorsque j'ai fait un des
un des meetings avec vous, vous m'aviez un petit peu communiqué comment vous vivez le rosé dans la Loire, puis j'étais super inspirée. C'était le matin très, très tôt chez moi, puis j'étais jalouse parce que c'était le temps de l'apéro. Fait que peut-être, je sais pas, partager avec nous dans la Loire, qu'est-ce que vous prenez? C'est quoi les accords typiques avec le rosé dans la région? Je pense que chez nous, merci Michel de donner la parole. Chez nous, le rosé, c'est une histoire, c'est une vraie culture. Ouais. Maintenant, c'est vrai, tout dans le monde, on dit oui, le rosé, c'est du vin. Pendant longtemps, on nous a dit c'est un ersatz de vin. Donc, nous, le rosé, il est particulier. Vous en avez parlé, surtout quand il s'appelle Cabernet d'Anjou, rosé d'Anjou, puisqu'il a du sucre résiduel. Vous avez été gentil, vous avez dit il a un petit peu de sucre résiduel. Non, je pense qu'il a beaucoup de sucre résiduel, mais d'acidité et beaucoup de fraîcheur. Oui. Donc, c'est très typique. Et comme c'est justement un petit peu étonnant, vous l'avez décrit comme un vin de toute la cuisine exotique parfaitement. Pourquoi? Parce que c'est très, très compliqué de se marier avec les épices du monde et que cette acidité sucrée, justement, nous permet de le faire. Mais c'est avant tout pour nous un vin de copain. C'est-à-dire à 6 heures le soir avec une salade de fraises, à midi avec une tranche de melon et du jambon. C'est le vin des copains, c'est le vin des bons moments. J'ai envie de dire, on ne se prend pas la tête, on se fait plaisir. J'adore. J'adore. Mais c'est super parce que je pense que, oui, je pense qu'il faut le communiquer, ça, parce que merci, ça m'inspire à faire exactement la même chose. Et aux tendances un peu partout dans le monde, je ne sais pas en France, mais je sais qu'ici, la cuisine asiatique, j'ai habité dans l'Ouest pendant 20 ans, évidemment, la cuisine asiatique était hyper importante, mais on voit aussi l'arrivée au Québec et cette tendance végétarienne aussi, plus de légumes qu'avant. On est vraiment beaucoup de gens qui sont végétariens. Souvent, on met des épices et que je crois que ces vins-là peuvent être un bon compromis entre le blanc et donc, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, je crois, que pour communiquer ces vins-là. Le premier, on n'avait pas de Cabernet d'Anjou ou de Rosé d'Anjou, donc on voulait vous servir un rosé, on voulait vous présenter un rosé de Joseph Mello, qui est bien connu ici au Québec, qui a quand même 100 hectares de vignes un peu partout dans le nord. Ici, on se retrouve avec le Pinot Noir, qui est, c'est quand même un rosé irrésistible, qui est très fruité, qui donne la finesse. Ici, on est sur du silex et du l'argilo-calcaire. Donc, on a la finesse, mais on a un fruité très, très pur. On retrouve, je goûtais ce matin, je me disais, c'est pas du Cabernet Franc, c'est pas du Gamay. On a vraiment la finesse, le fruité, l'élégance du Pinot, ici, dans ce vin. Et ça, en ce moment, là, si vous... la culture de sushi pour apporter, je pense au tartare de saumon, je pense au saumon grillé, au thon grillé. On peut faire beaucoup de choses avec ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas les vins, mais je sais aussi que vous m'écrivez après. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup après qui vont s'acheter, qui vont se procurer soit des images de gens qui sont après. Donc, j'espère que ça va vous mettre l'eau à la bouche et puis que vous allez aller acheter ces petits bijoux parce que vraiment, j'étais super excitée de faire cette dégustation ce matin pour vous à 5 heures quand je me suis réveillée pour vérifier. Le deuxième, comment résister? Et donc heureuse d'être redéménagée au Québec. Je suis tellement fière quand je vois des vins comme ça qui réussissent bien au Québec, que les gens achètent, parce qu'on est quand même sur quelque chose de plus champ gauche, on est quand même sur du Gamay de la Loire, c'est pas super connu. On est producteur qui est absolument, qui représente la 3e génération. On est sur des flancs argilo-calcaires, donc Gamay qui est tout en finesse. Mais ce matin, quand je me suis dit, il y a un côté... vraiment la feuille de cassis qui pour moi mais qui est associée à la Loire, le côté, je ne veux pas dire vert parce que ça peut être péjoratif, mais du bon sens, vous savez, il y a un côté un petit peu herbacé
on ne retrouve pas dans un gamay ailleurs que dans la Loire. Et ça, j'aime beaucoup le côté encore fruité, un petit peu herbacé. On est quand même sur des vignes qui ont d'âge entre 10 et 60. Puis, on a d'une part macération carbonique et d'une part fermentation. Et ça, je pense, en ce moment, là, on vit dehors, on fait beaucoup de pique-niques. Comme on disait, on ne se prend pas la tête. On amène au Parc Laurier ou peu importe où vous êtes, une baguette, des charcuteries. On met un petit seau de glace pour rafraîchir le vin. Puis on a tout on a tout, hein, c'est pas... et ces vins, il y a beaucoup d'honnêteté, beaucoup d'authenticité. On est à 12,5 % d'alcool, donc à 35 degrés Celsius. Ça aussi, c'est quelque chose de très, très agréable. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce vin-là ici, qui sont là, qui ont dégusté ce vin-là parmi vous? Vous êtes tranquille ce matin? Une question? Ils sont encore... Bon. On continue. Est-ce que les gens de la Loire, hein, si vous avez des choses à dire sur ces vins, allez-y. Si vous voulez renchérir ce que je dis. Non, non, effectivement, c'est le plaisir de déguster. Le gamay, c'est fait pour être bu au printemps. Et ça va être très intéressant de voir justement la différence un gamay et un cabernet. Parce que ce sont deux vins septentrionaux. Ça, c'est important, cette fraîcheur septentrionale. Une chose peut-être que moi, je rajouterais pour bien comprendre nos vins, genre ce que vous avez montré tout à l'heure. Le Val-de-Loire, c'est le seul vignoble horizontal. Vous prenez tous les vignobles en France, ils sont verticaux. Ça veut dire qu'ils vont avoir des différences verticales, un corps vertical. Nous, justement, on a un corps horizontal. Donc, on va avoir des rondeurs, on va avoir des acidités, on va avoir de l'air. Et ça, on va très bien le voir avec les cépages. Merci, merci. Alors, le vin. Pardon? Le vin que vous avez présenté de chez Mérite, c'est un très joli vin. C'est magnifique. Puis je veux juste redire, là, regardez les gens de ces vins, c'est wow. C'est ça qui est magnifique aussi. Ensuite, là, on a un autre très, très, très beau domaine à Reuilly. On est sur du noir, sur du calcaire. Un domaine qui existe depuis 1935 et qui a été repris par la nouvelle génération en 1990. On a tout converti en bio. On est certifié bio, biodynamie. Et on retrouve... Tout à l'heure, je disais que les Sancerres rouges sont peut-être plus prestigieux au sein de... En fait, lorsqu'on pense au vin de la région, ce Reuilly, je vous recommande d'aller tout de suite à la SAQ, vous acheter une bouteille. Pour moi, il y a quelque chose de si peu... Le côté de Pinot, le Pinot, c'est un vin qu'on peut tellement aimer, qui peut tellement aussi décevoir pour plein de raisons. Et là, on a vraiment... voilà pourquoi je suis si en amour avec les Pinots. Et voilà l'expression du Pinot à son meilleur, un bon rapport qualité-prix encore. On est sur Exposition Sud, jusqu'à tard, donc très petit. Et ça fait partie des producteurs dynamiques de la région qui travaillent très, très fort pour justement démontrer à quel point Reuilly est une région hyper intéressante qui donne beaucoup de qualité. C'est très, très beau. Très, très beau. Chantal, d'autres commentaires? Non? Ça va? On s'en va peut-être sur un terrain un peu plus connu parce que je pense qu'on va terminer avec Saumur, Champigny et Chinon. C'est quand même deux appellations que les gens connaissent un peu plus ici dans notre marché. Saumur, c'est quand même des vins pour moi, des vins que autant le Gamay et le Pinot sont des vins de gastronomie, mais aussi des vins qu'on peut boire seuls. Quand je pense à Saumur, Champigny, à Chinon, pour moi, c'est quand même des vins de table, mais qui sont très, très versatiles. On a le domaine Château Villeneuve, qui est presque toujours disponible à l'année longue à SAQ.
une famille qui est là depuis 1960, entre 40 et 50 ans d'âge. On est sur du coteau. Tout à l'heure, je vous disais que si on est sur des coteaux à un petit peu plus de matière, on est ici sur le tuffeau, la partie plus escarpée, où il y a un petit peu plus de matière. Donc, on n'est pas à l'intérieur des terres de saumure champignon, on est plus léger, on est vraiment plus sur les coteaux. On retrouve ce côté framboise, ce côté fruits rouges, mais avec cette petite mine de crayon un petit peu herbacée. Je pense au steak tartare, je pense aux grillades, je pense à tout, en fait, aux rillettes. Je pense, si on aime les légumes puis qu'on boit, on est végétarien, ben, on oublie que les sont vraiment des amis de légumes parce qu'ils ont beaucoup d'acidité. Puis ce côté, là, cette pointe herbacée, justement, lorsqu'on asperge du Québec en ce moment, là, on peut faire des accords hyper intéressants, puis si on l'oublie. Puis les gens ont souvent douté, et quand je leur fais goûter l'accord, les gens que je vous invite à découvrir, à faire des essais avec la cuisine végétarienne. C'est très, très intéressant. Et pour finir, ça, c'est un produit continu qu'on a toujours à la SAQ, puis encore là, ça ne déçoit jamais. On se retrouve à Chinon, les frères Lorieux qui nous offrent un vin à 100% Cabernet Franc. Donc, en cuve, on n'a pas du tout de fût de chêne ici. Puis, on est sur Cravant-les-Coteaux. Donc, tout à l'heure, quand je vous expliquais Cravant-les-Coteaux, argilo-calcaire, donc un petit peu plus de matière, que ce sont on trouvait plus sur les alluvions. Donc, très, très classique. Pour moi, chinon très, très classique. Même si on est à Cravant-les-Coteaux, c'est quand même un chinon qu'on veut boire peut-être plus tôt. Ce ne serait pas un chinon que je mettrais dans la cave. Il y en a qu'on va mettre, mais cette bouteille spécifiquement, je trouve que c'est quelque chose qui se voit quand même plus en jeunesse. Vraiment, si vous voulez vous remettre à jour pour ces appellations, on a 5 bouteilles qui ne dépassent pas les 30 $. Donc, je pense que vous pouvez facilement parcourir les nuances de la Loire, vous remettre à jour. Et je voulais vraiment terminer sur ce qu'on disait. On est en verticale, septentrionale. Donc, ça veut dire que peu importe, on a la diversité, mais ce qui est toujours au rendez-vous, c'est une acidité qui est marquée dans les vins. On a des vins qui sont des vins de soif, des vins qui sont faciles à boire, même dans leur complexité, et des vins de gastronomie. Et ça, je pense que pour les Québécois, ce sont toutes des choses, des attributs qu'on recherche. C'est à l'ère du temps. Je pense qu'il faut continuer à communiquer ces vins, communiquer cette diversité aux gens qui ne connaissent pas toujours toutes ces nuances. Voilà. Donc, je voulais remercier A3 Québec. Je voulais remercier aussi les vins du Val-de-Loire pour nous avoir permis de présenter votre région. Je sais qu'on a vraiment juste fait une petite surface de ce qu'il y a à découvrir, mais en tout cas, ça nous donne le goût de continuer à découvrir puis de se remettre à jour et de parcourir les autres appellations. Merci, Michel. Merci beaucoup. On court à la Merci beaucoup, toujours aussi intéressant. Merci pour votre présence. Vous pouvez allumer votre caméra si vous voulez. C'est tellement difficile. Je suis habituée d'enseigner en classe et je ne m'habitue pas d'enseigner et de ne pas voir vos magnifiques visages parce que c'est nettement plus agréable de vous voir dans une classe, en tout cas. J'ai hâte de vous retrouver en vrai. Merci, Michel. Merci d'être là. Je revois des habitués au niveau semaine. Merci d'être là. Yannick, c'est le fun de te voir. Ben, ça faisait longtemps, hein? Oui, merci. Trop longtemps. Merci. Merci. Prends soin de toi. Emma, vous aviez Emma Fontaine, chef de marché chez Interloire, avait un petit mot pour vous pour conclure la formation. Oui, juste avant que tout le monde se déconnecte, je voulais vous remercier tous d'avoir été connectés aujourd'hui et d'avoir suivi ce webinaire sur les vins de la Loire. On était ravis de vous présenter un petit bout de ce que la Loire peut vous offrir. Et vous allez recevoir après
cette formation, vous allez recevoir quelques documents, notamment une petite fact sheet qui va vous donner toutes les informations de base sur le vignoble, donc avec des informations clés, c'est juste un recto verso. Et surtout, vous allez aussi recevoir ce livret des appellations. C'est très, très complet. Vous allez trouver l'ensemble des 51 appellations des vins du Val-de-Loire et vous avez vraiment tout dedans. Et pour chaque appellation, on trouve la dégustation, des infos sur les vins, des chiffres clés. Donc, c'est vraiment très, très complet. Et enfin, pour vous remercier encore une fois pour votre participation, vous allez recevoir des coupons. Donc, c'est pour soutenir les restaurateurs à la suite de cette crise sanitaire du Covid-19. Et vous allez recevoir des coupons à valoir dans des restaurants à Montréal et au Québec. Donc, vous pourrez aussi soutenir les restaurateurs locaux grâce à ces coupons que nous avons le plaisir de vous offrir. Et merci, je veux juste vous dire que ça fonctionne parce qu'il y a une autre région qui l'a fait, puis les gens m'envoient les photos. Donc, merci parce que je sais que autant les restaurateurs que tout le monde apprécie. Donc, merci pour ce soutien qui est très important. Merci. Merci à vous. Gros merci. 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 La semaine prochaine, c'est avec... On se revoit la semaine prochaine pour les rosés de Provence. Avant de prendre une pause, on recommence au mois d'août. Dernier de la saison, oui. Soyez avec nous. On envoie l'invitation bientôt. Merci beaucoup. Merci Sofexa. Merci Vin du Val-de-Loire. Merci Michel. Merci à vous. Merci. Bon après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.